Antonina Makarovna Makarova était une criminelle de guerre soviétique et une bourreau pendant la Grande Guerre patriotique. Elle a tué environ 1500 personnes, principalement des partisans soviétiques et des civils. Pendant les exécutions, elle était connue sous le nom de Tonka, la mitrailleuse. Plus tard, elle s'est mariée et a travaillé comme contrôleuse dans un magasin de vêtements. Cependant, à la fin des années 70, elle a été démasquée, arrêtée et condamnée à mort. Elle était l'une des 3 femmes exécutées en Union soviétique après l'ère de Staline. Néanmoins, de nombreux aspects de sa biographie restent flous. Elle est née le 1er mars 1920, bien que certaines sources citent le 22 ou le 23 mars comme date de naissance. Son lieu de naissance n'est pas clairement établi. Malaya Volkovka ou Moscou sont cités comme possibilités. Elle a passé son enfance à Malaya Volkovka en tant que la plus jeune de 7 enfants. À l'origine, elle portait le nom de famille Panfilova, mais dans des circonstances inexpliquées, celui-ci a été changé en Makarova. La version la plus répandue suggère que cela s'est produit pendant sa scolarité. Lorsqu'Antonina est entrée en première année, elle avait honte de dire son nom complet. Ses camarades de classe ont dit à tort à l'enseignante qu'elle s'appelait Makarova, d'après le prénom de son père. Cette erreur a persisté, de sorte qu'elle a été enregistrée dans tous les documents officiels, y compris ses dossiers scolaires, son passeport et sa carte du Komsomol, sous le nom d'Antonina Makarovna Makarova. Pourquoi ses parents n'ont jamais corrigé ce changement de nom reste inconnu. Antonina ne montrait pas un intérêt particulier pour les sciences exactes, mais aimait surtout l'histoire et la géographie. Elle a fréquenté l'école du village pendant 8 ans avant que sa famille ne déménage à Moscou où elle a terminé les 2 dernières années de scolarité. Par la suite, elle s'est inscrite dans un collège et a ensuite fréquenté une école de médecine pour devenir médecin. Certaines sources rapportent que son modèle était la mitrailleuse Anka, la fille de l'armée rouge du film Tchapaev. Cette image aurait inspiré son désir de partir à la guerre. Lorsque la Grande Guerre patriotique a commencé en 1941, Makarova s'est portée volontaire pour le front, où elle a travaillé comme barmaid et infirmière. À l'automne de la même année, elle a survécu à une bataille très meurtrière en tant que l'une des rares survivantes. Après que son unité a été détruite, elle s'est cachée plusieurs jours dans la forêt, mais a finalement été capturée par les Allemands. Quelque temps plus tard, elle a réussi à s'échapper de la captivité avec un soldat nommé Nikolai Fetchouk. Pendant plusieurs mois, ils ont erré dans les territoires occupés, essayant d'échapper à l'encerclement allemand. Plus tard, lors d'un interrogatoire, Makarova a déclaré qu'elle avait eu très peur et avait donc proposé à Fetchouk de devenir sa soi-disant épouse de voyage. En janvier 1942, ils sont arrivés dans le village de Krasnikolodets, dans la région d'Orel, aujourd'hui Briansk, où Fetchouk avait une famille, une femme et des enfants. Malgré les supplications de Makarova, il a refusé de rester avec elle et l'a quittée. On suppose que ce rejet ou les contraintes psychologiques et physiques extrêmes ont peut-être conduit Makarova à développer une maladie mentale. Au début, elle a reçu le soutien des femmes locales à Krasnikolodets, mais leur attitude envers elle a rapidement changé en raison de son mode de vie instable, de sorte qu'elle a dû quitter le village. Pendant un certain temps, elle a erré sans but à travers différentes localités, jusqu'à ce qu'elle arrive finalement dans la république nouvellement créée de Lokot, dans le village de Lokot. Elle y a vécu un certain temps chez une autre femme. Comme elle n'avait pas les moyens financiers de payer un logement, Makarova a d'abord envisagé de rejoindre les partisans. Cependant, lorsqu'elle a remarqué les conditions de vie privilégiées des collaborateurs russes, elle a finalement décidé de rejoindre les Allemands. Pendant un certain temps, Makarova a travaillé dans la prostitution. Plus tard, elle a déclaré qu'après sa longue errance, elle voulait simplement survivre. Lorsque les Allemands ont commencé à l'interroger, elle a maudit les autorités soviétiques et a prétendu avoir agi par peur. C'est pourquoi, a-t-elle dit, elle s'est portée volontaire pour la police d'occupation. Bronislaw Kamiński lui a donné une mitrailleuse Maxim pour exécuter les condamnations à mort des partisans soviétiques et de leurs familles. Selon Makarova, les Allemands ne voulaient pas participer eux-mêmes aux exécutions et étaient heureux de lui confier cette tâche. En échange de sa volonté d'exécuter les condamnations à mort, on lui a attribué une chambre dans l'écurie locale, où elle gardait également sa mitrailleuse. L'une des témoins de ces événements était une femme de Krasnikolodets, dans la maison de laquelle Makarova avait passé une nuit. Un jour, elle est allée voir son ancienne locataire pour demander de l'aide. Elle a alors découvert dans sa chambre une mitrailleuse
et les vêtements des personnes exécutées. Makarova lui a parlé des exécutions et du fait qu'elle utilisait les biens des morts. La femme effrayée s'est alors enfuie. Lors de sa première exécution, Makarova est restée ferme, mais n'a pas pu tirer au début, de sorte que les Allemands lui ont donné de l'alcool. Plus tard, elle n'en avait plus besoin. Lorsqu'elle a été interrogée par les enquêteurs, elle a expliqué son attitude envers les exécutions de la manière suivante. Je ne connaissais pas ceux sur lesquels je tirais, et ils ne me connaissaient pas. C'est pourquoi je n'avais pas honte devant eux. Parfois je tirais, je m'approchais, et je voyais que quelqu'un bougeait encore. Alors je tirais dans la tête pour que la personne ne souffre pas. Parfois, les prisonniers avaient un morceau de contreplaqué avec l'inscription partisan sur la poitrine. Certains chantaient quelque chose avant de mourir. Après les exécutions, je nettoyais la mitrailleuse dans la cour ou dans la caserne. Il y avait beaucoup de munitions. Pour moi, tous les condamnés étaient les mêmes, seul leur numéro changeait. On me donnait généralement l'ordre de tirer sur un groupe de 27 personnes, autant que la cellule pouvait en contenir. J'exécutais les exécutions à environ 500 mètres de la prison, près d'une fosse. Les prisonniers étaient alignés face à la fosse. L'un des hommes sortait ma mitrailleuse. Sur l'ordre de mes supérieurs, je m'agenouillais et tirais jusqu'à ce que tous soient morts. Makarova prétendait qu'elle n'avait jamais eu de remords, car elle ne considérait pas les exécutions comme inhabituelles, mais simplement comme une partie de la guerre. Cependant, lors des interrogatoires, elle se souvenait d'un épisode où l'un des condamnés avait crié avant de mourir « Nous ne nous reverrons pas, au revoir, sœur ». Makarova tuait jusqu'à 30 personnes par jour et exécutait parfois les condamnations à mort jusqu'à 3 fois par jour. Selon les chiffres officiels, elle avait environ 1500 victimes à son actif, mais seules 168 d'entre elles ont pu être identifiées. La plupart étaient des partisans soviétiques, leurs familles et d'autres civils, des femmes, des personnes âgées et des enfants. Pour chaque exécution, elle recevait 30 Reichsmark. Après les exécutions, Makarova préférait s'approprier les vêtements des personnes tuées et justifiait cela en disant « Pourquoi gaspiller de bonnes choses ?» Cependant, elle se plaignait que les vêtements avaient souvent de grandes taches de sang et des trous de balles. Des témoins ont rapporté que Makarova venait souvent la nuit dans la prison installée par les Allemands dans l'écurie et examinait attentivement les prisonniers, comme si elle choisissait leurs vêtements à l'avance. L'un des témoins a déclaré que Makarova était une fois sortie devant une grande foule et avait agité une cravache de manière provocante. Des rumeurs sur une bourreau brutale surnommée la mitrailleuse se sont rapidement répandues dans la région. Certains partisans ont même annoncé une chasse spécifique à elle. Makarova fréquentait le club de musique local, buvait de l'alcool en grande quantité et avait des relations intimes avec plusieurs autres filles, avec des policiers et des soldats allemands, souvent pour de l'argent. Elle n'entretenait aucune relation amicale avec d'autres femmes. Une telle vie dissolue a conduit Makarova à être envoyée dans un hôpital de campagne allemand à l'été 1943 pour être traitée contre la syphilis. Grâce à ce traitement, elle a échappé à la capture par les partisans et l'armée rouge, qui ont libéré Lokot le 5 septembre. Sur le front intérieur, Makarova a eu une liaison avec un cuisinier allemand, qui l'a emmenée en Ukraine et de là en Pologne. Là, son amant a été tué, et les Allemands ont emmené Makarova dans un camp de concentration. Cependant, lorsque l'armée rouge a envahi la ville en 1945, elle s'est fait passer pour une infirmière soviétique. Pour ce faire, elle a utilisé une carte militaire volée, dans laquelle elle prétendait avoir servi dans le 405e bataillon médical de 1941 à 1944. Cela lui a permis d'obtenir un poste d'infirmière dans un eau. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un cas qui est resté secret pendant longtemps, l'histoire d'un fou qui ne connaissait aucun scrupule. Il se fichait complètement de qui il tuait. Femmes, personnes âgées, enfants. Le nombre de ses victimes a dépassé 500. Et non, ce n'est pas une fiction. Il a surpassé Andrei Sikatilo, Mikhail Popkov, Gennady Michasevitch, Alexander Pichouchkin et Anatoly Onoprienko, tous ensemble. Pendant plus d'une décennie, cet homme a pris plus de vies humaines que les tueurs en série les plus brutaux de l'histoire. Dans les années 1920, il a commencé à tuer en tant que mercenaire, mais il a rapidement construit un gang criminel avec des structures claires. Même les blanchisseuses en faisaient partie. Elles lavaient le sang des vêtements des victimes pour les vendre ensuite. Pendant 11 ans, il a laissé une traînée de sang et de mort.
Même les nouveau-nés n'ont pas été épargnés. Ces méthodes étaient si sophistiquées qu'il est resté non découvert pendant des années. Mais même les crimes les plus cruels finissent par être révélés. Le nombre croissant de personnes disparues et les rumeurs de meurtres brutaux ont terrorisé la population. Finalement, les enquêtes ont conduit à une découverte effrayante. Rostov, 1931. Un gardien tombe sur le corps d'un homme, la tête couverte de sang. À proximité se trouvent 2 autres morts, une jeune femme et un bébé. La nouvelle se répand rapidement. Les habitants sont horrifiés. Les victimes étaient pauvres, il n'y avait rien qui valait la peine d'être volé. Mais si le vol n'était pas le motif, pourquoi ce meurtre? Et quel était le lien avec le bébé? Tous les morts présentaient des traces de violence contondantes. Depuis des années, des rumeurs circulaient dans les régions du Sud sur des meurtres mystérieux et des disparitions sans laisser de traces. Les crimes étaient si atroces que l'affaire a longtemps été passée sous silence. Aujourd'hui, nous jetons un regard sur l'histoire du, sans exagération, pire tueur en série de notre pays. Son nom restera à jamais synonyme d'horreur dans l'histoire. Un homme dont les actes ont secoué le monde. Mais qui était-il? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre ces actes? Et comment un seul homme a-t-il pu causer une tragédie aussi incroyable? Lorsque l'enquêteur a examiné de plus près l'affaire, il est devenu clair que les morts étaient une famille. L'homme avait été tué des heures avant sa femme et son enfant. Le tueur avait patiemment attendu que la femme arrive avec son bébé. Puis il les a attirés dans un endroit isolé et les a exécutés brutalement. Mais pourquoi? Les autorités ont commencé à chercher des témoins et à examiner les environs. L'un des policiers a découvert un autre corps. Une vaste opération de recherche a alors été lancée, à laquelle ont même participé des soldats. Il s'est rapidement avéré que ces meurtres se produisaient depuis des années. Les corps étaient dans la plupart des cas découverts par la police des transports. Celle-ci transmettait les affaires aux détectives criminels locaux. Mais faute de moyens d'identification, les enquêtes étaient souvent abandonnées. En 1931, il n'y avait ni base de données centrale, ni système d'archives organisé. Trouver le meurtrier semblait presque impossible. L'enquêteur Djermakov, qui a repris l'affaire, rassemblait chaque jour de nouvelles informations sur les victimes. L'ampleur réelle de la tragédie devenait de plus en plus évidente. Des différentes parties de la région de Rostov, des rapports sur des dizaines de corps trouvés arrivaient. La plupart des victimes n'ont pas pu être identifiées. Elles n'avaient pas de papier et tous leurs biens de valeur avaient été volés. Les enquêteurs n'ont pu que constater qu'une seule personne ou un groupe organisé était derrière les meurtres. À ce stade, le nombre de victimes avait déjà dépassé les 100. Dès 1922, les premiers corps ont été trouvés dans cette région. Un détail étrange a été remarqué. Presque tous les morts étaient allongés face contre terre. Le tueur savait apparemment que la décomposition commence d'abord par le visage, alors il retournait les corps pour retarder le processus. Puis 2 autres victimes ont été découvertes. 2 hommes. Mais cette fois, il y avait des témoins. Ils ont rapporté que les hommes étaient montés dans une calèche conduite par un cocher qui était souvent vu près de la gare de Sarexnoj. Là, des centaines de personnes prenaient chaque jour une calèche dans une direction inconnue. Certains d'entre eux ne sont jamais revenus. Pour la première fois, la police avait une piste concrète. Un habitant avait réussi à parler aux 2 hommes avant qu'ils ne disparaissent. Il a appris qu'ils venaient de la région d'Arkhangelsk. Peu à peu, d'autres détails ont été révélés. De nombreux témoins se souvenaient d'un homme grincheux et boiteux qui était souvent vu dans les gares de Vladikavkaz au début des années 1920. À l'époque, personne ne lui prêtait une attention particulière. En temps de crise économique, de nombreux agriculteurs gagnèrent leur vie en tant que cochers. Que sait-on de l'enfance de Yegor Baskatov? Très peu, ce qui n'est guère surprenant, car sa vie a longtemps été sans histoire. Il est né en 1879 dans le petit village de Semidiadnoj sur le Haut-Don. Sa famille était simple, sa vie marquée par les privations. Peu de temps après sa naissance, il a perdu sa mère. Son père a essayé de faire de lui un homme fort et un fermier compétent. Dès son plus jeune âge, Yegor devait abattre des animaux, une tâche qui l'a profondément marqué. Un jour, alors qu'il avait 10 ans, la hache qu'il tenait dans sa main a glissé et il s'est coupé le gros orteil. À partir de ce moment, il a boité pour le reste de sa vie. Après la mort précoce de sa femme, son père a commencé à boire. Un jour, il a quitté le village en promettant de trouver une vie meilleure en Sibérie. Mais il n'est jamais revenu. Yegor ne l'a plus jamais revu.
Le village n'a pas complètement abandonné l'orphelin. Les voisins ont essayé de l'aider, mais Yegor est resté renfermé et étrange. Personne n'aurait pu imaginer à l'époque qu'un futur meurtrier se cachait derrière sa façade silencieuse. Yegor a réussi à obtenir une formation et a obtenu son diplôme d'une école communale rurale. Mais il n'a pas su apprécier la gentillesse de ses concitoyens de village. Il est rapidement devenu accro à l'alcool et aux jeux de cartes. Il dépensait tous ses gains en alcool. Il ne voulait pas travailler, alors il a loué la terre qu'il avait héritée de ses parents et a perdu les revenus aux jeux de cartes. Sa plus grande passion était le jeu. Avec le temps, il a acquis les compétences d'un tricheur. Il voyageait à travers les villes et les villages environnants, jouait aux cartes et nouait des contacts dans le monde criminel. Il s'est particulièrement rapproché de plusieurs receleurs qui achetaient des biens volés. Son chemin vers la criminalité a commencé par des délits mineurs. Mais au fil des années, il est devenu de plus en plus violent. Sa réputation dans son village natal était misérable. Les voisins le considéraient comme un bon à rien sans valeur. Finalement, il s'est marié. Mais sa femme n'était ni particulièrement belle, ni en bonne santé. Elle souffrait d'épilepsie et est morte peu de temps après le mariage. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, Bashkator, âgé de 35 ans, a été enrôlé dans l'armée. Il n'y a pas d'informations fiables sur son service au front, on sait seulement qu'il a déserté immédiatement après la Révolution de février. Il a volé un officier, lui a pris son uniforme et l'a peut-être même tué. Certaines sources le suggèrent. Au début, les villageois étaient étonnés. Bashkator est revenu du front dans un uniforme d'officier avec des épaulettes et des décorations. Il semblait qu'il s'était bien comporté. Mais la vérité a rapidement éclaté. Il n'était pas seulement un déserteur, il avait aussi volé les médailles. Dans le chaos de la Révolution, cela n'était pas considéré comme un crime grave, mais ses voisins de village le méprisaient pour cet acte. Lorsqu'un d'entre eux l'a confronté à ce sujet, Bashkator est entré dans une rage. Il a frappé l'homme jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Lorsqu'il a réalisé que son adversaire était mort, il a enterré le corps près de sa maison. Mais personne n'a cherché le disparu. C'est alors que Bashkatov a réalisé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et s'en sortir impunément. Quelques mois plus tard, il a tué le mari de sa propre sœur, avec qui il était constamment en conflit. Les premiers tueurs en série de Russie, qui étaient-ils? Avez-vous déjà entendu leurs histoires? Daria Saltykova est considérée comme l'une des meurtrières les plus cruelles de la noblesse russe. Peut-être en avez-vous entendu parler. Beaucoup pensent qu'elle était la tristement célèbre Barina sanglante. Cependant, officiellement, seuls 38 meurtres lui ont été attribués. Mais exactement 60 ans plus tard, il y avait une autre femme qui, selon les registres officiels, avait 128 vies sur la conscience, dont environ 40 enfants de moins de 14 ans. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à 3 histoires choquantes des premiers tueurs en série de Russie. Le nom de la propriétaire terrienne, Olga Briskorn, devrait être familier aux amateurs des œuvres de Pouchkine. Dans la maison numéro 225 de la rue Galernaya à Saint-Pétersbourg, qui appartenait à la noble Briskorn, Alexandre Pouchkine a vécu de 1931 à 1933 avec sa femme. Mais cette femme est entrée dans l'histoire de la Russie pour une toute autre raison. Comme autrefois la tristement célèbre Saltitchicha, elle a envoyé plus de 100 de ses serfs à la mort. Alors que Saltykova avait 38 victimes, notre protagoniste d'aujourd'hui aurait tué au moins 128 personnes, et ce ne sont que les cas prouvés. On estime que le nombre réel de ses victimes dépasse les 300. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à commettre de tels actes horribles? Allons au fond des choses. La boïarine Olga Konstantinovna Mavroga est née en 1776. Elle était issue d'une riche famille noble moldave et était la fille du riche propriétaire terrien Konstantin Ivanovitch Mavroga et de Tatiana Vassilievna Kristoforova. Son père a acquis sa fortune grâce au commerce du sel en Crimée en guise de compensation du prince Potemkin. Avec cet argent, il a acquis de nombreuses terres. Lorsqu'il a été temps de marier sa fille, il a été guidé uniquement par des intérêts économiques. Son mari est devenu Anna Nistrukov, un noble fortuné et leader de la noblesse dans la province de Yekaterinoslav. Le 11 février 1793, Olga est officiellement devenue sa femme et a reçu une dot de 56 000 roubles.
Après ce mariage avantageux, elle a occupé une position élevée dans la société séculière de Yekaterinoslav. La jeune femme, à peine âgée de 30 ans, éduquée et spirituelle, s'intéressait passionnément au théâtre et aux arts de la scène. Grâce à son engagement, le premier théâtre de Yekaterinoslav, aujourd'hui Dnipro, a été fondé. Son apparence a rarement été décrite par ses contemporains, mais on dit qu'elle était d'une beauté exceptionnelle et avait une silhouette gracieuse. Après 13 ans de mariage, Olga Troukova est devenue veuve en 1806. Elle a ensuite déménagé à Saint-Pétersbourg pour offrir à ses enfants une éducation et une formation appropriées à leur rang. Et 1 an et demi plus tard, Olga s'est remariée, dans des circonstances très originales. Le conseiller secret et sénateur Fyodor von Brien a poursuivi Stroukova pour une affaire quelconque. Et dans l'intérêt d'une décision favorable, il a décidé d'épouser son adversaire. Olga avait 2 fils de son premier mariage, et 2 filles sont nées de son second. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus effrayante. Plus tard, sa propriété sera appelée l'usine de la mort. Comme elle était beaucoup plus jeune que son mari, Olga Konstantinovna gérait toutes les affaires et s'occupait activement de l'acquisition de biens. En 1809, elle a acheté 2 villages dans la province de Koursk, Dmitrievski ou Gest, lors d'une vente aux enchères. À Saint-Pétersbourg, Olga Briskorn était connue comme une mécène et une philanthrope qui aidait volontiers les pauvres. On peut donc imaginer la surprise d'Alexandre Ier lorsqu'il a reçu les plaintes des paysans de Dmitrievski ou Gest, province de Koursk. En 1817, Olga Briskorn possédait plusieurs villages, Prilepi, Dubovichi, Ob et Kleveni, où elle avait environ 2000 serfs. L'enquête sur les plaintes a commencé en 1822 sur ordre du comte Arakshiv et a duré 3 ans. Le résultat du travail de la commission d'enquête a été un dossier volumineux sur la gestion cruelle et désordonnée de ces paysans. Olga a investi de l'argent dans la production et a construit une usine de tissus à 3 étages, mais en peu de temps, elle a conduit ses paysans à la pauvreté. Elle menait une double vie. À Saint-Pétersbourg, elle essayait d'être un modèle de piété, et dans la province de Koursk, elle était connue sous un tout autre jour. Sa fortune était colossale, elle possédait jusqu'à 5000 serfs, d'immenses terres et plusieurs maisons, y compris dans la capitale. Le capital amassé par son mari atteignait 200 000 roubles. Son usine employait 392 serfs, qui étaient exploités sans merci. La journée de travail durait de 14 à 15 heures, et ils n'étaient même pas autorisés à rentrer chez eux, ils devaient dormir directement dans les ateliers sur de la paille. Avec une telle charge de travail, les ouvriers étaient constamment sous-alimentés. Pour le déjeuner, il n'y avait que du vieux pain avec des gâteaux, une soupe maigre, une cuillère de bouillie et un morceau de viande gâtée. Olga Briskorn a largement recours au travail des enfants. L'usine employait 91 enfants âgés de 7 à 15 ans. Des visages sombres, des yeux enfoncés, une fatigue terrible. C'est ainsi qu'un de ses contemporains a décrit l'état de ces paysans dans sa lettre. Dans sa autre entreprise, une briqueterie, travaillaient également des femmes et des enfants. Les femmes enceintes perdirent leur bébé à cause des conditions difficiles. Comme la commission l'a découvert, entre 1820 et 1822, 128 personnes sont mortes dans l'usine de blessures, de faim et de maladies, dont 44 enfants. Seuls 74 des morts ont été enterrés selon le rite orthodoxe. Briskorn a simplement fait jeter le reste dans des fosses communes sans funérailles. Mais la propriétaire terrienne n'était pas seulement préoccupée par la mortalité. Son pouvoir incontrôlé a révélé ses tendances sadiques. Elle a personnellement ordonné à ses gestionnaires de torturer les serfs avec des fouets et des coups de fouet. 55 personnes ont été gravement battues sur son ordre, et dans certains cas, elle était présente lors des punitions. Si le travail d'un paysan lui semblait négligé, elle pouvait le battre elle-même. Certaines femmes se sont fait arracher les cheveux par elle, mais le plus souvent, elle les frappait avec un bâton de bois qui se brisait sous la force des coups. L'un des paysans est devenu sourd après que Briskorn l'a frappé à la tête avec un bâton et au visage avec une bûche. Les dossiers de la commission d'enquête mentionnent également le destin tragique d'une jeune fille dont le bras s'est infecté après une fracture, jusqu'à ce que la main finisse par tomber d'elle-même. Mais ce n'était là qu'un des nombreux actes de cruauté. Le prêtre Alexandre Kirillov a témoigné qu'il avait vu de ses propres yeux comment la propriétaire terrienne torturait son serviteur Jakov Bugaïev en lui mettant une bougie allumée dans la bouche. Malgré les preuves accablantes de sa cruauté, le rapport des enquêteurs montre une retenue remarquable,
comme s'il voulait atténuer les déclarations des témoins. Néanmoins, l'ampleur de ces crimes était si effrayante que 150 des paysans les plus désespérés ont fui ces villages dans la région de Kursk. La propriétaire terrienne a fait enchaîner les cerfs fugitifs avec des chaînes de fer et les a forcés à porter des colliers de fer avec des cornes saillantes pour empêcher d'autres tentatives de fuite. Mais même sur ces autres domaines, un climat de peur régnait. En 1811, environ 300 paysans avaient déjà fui son domaine dans la province de Yekaterinoslav pour se rendre en Moldavie. Sur le domaine de Funfterberg, il y a même eu une révolte ouverte, qui a finalement été réprimée dans le sang par un commando militaire. Au cours de l'enquête, d'autres secrets sombres ont été révélés, y compris l'adultère entre la propriétaire terrienne et son propre mari. On pourrait essayer d'expliquer la cruauté d'Olga Briskorn par ses origines. Après tout, la tristement célèbre Erzsébet Báthory, la comtesse sanglante de la maison princière de Transylvanie, venait également de cette région. Mais la racine des atrocités de Briskorn ne résidait pas dans son ascendance, mais dans la position sans droit des serfs. Selon les lois de l'époque, ces gens n'étaient pas vraiment des sujets de l'empereur. Ils étaient la propriété de leur maître. Les fonctionnaires de Kursk n'ont pas jugé nécessaire de s'immiscer dans les affaires économiques des propriétaires terriens. Ils ont préféré ne pas remarquer ce qui se passait sur leurs terres. Même au niveau officiel, Briskorn n'a été accusé que de mauvaise gestion. Un décès sur sa propriété a même été déclaré accidentel. Contrairement à Darja Saltikova, Olga Briskorn a échappé à une punition sévère. Au lieu de cela, elle a simplement été ostracisée par la société noble. Sa fabrique de tissus a été placée sous administration d'État et ses terres ont été remises à son fils. Comme l'a noté un historien de Koursk, malgré de nombreux témoignages et une documentation volumineuse, les autorités ne semblaient pas intéressées à poursuivre Briskorn en justice. Son influence familiale a probablement joué un rôle. Après tout, le père de son mari occupait une position élevée et avait été apothicaire de cour sous le règne de Paul Ier. Mais Fyodor Briskorn lui-même n'a pas pu supporter la honte. Il est décédé en 1824. En mémoire de son défunt mari, Olga Briskorn a fait construire plusieurs églises. Ou était-ce peut-être une tentative d'expier ses péchés devant Dieu? L'une de ces églises, construite en 1826 dans le village de Funfterberg, existe encore aujourd'hui. Mais la veuve sadique elle-même n'a pas vécu très longtemps. En 1836, elle est morte d'un accident vasculaire cérébral à Saint-Pétersbourg. Elle a laissé une fortune énorme, 110 000 roubles, des milliers d'hectares de terre et 3 000 serfs qui sont passés à ses enfants après sa mort.